Comment le rêvons-nous, ce futur ? Je suis Romy Trajman et chaque samedi, avec Millennium se raconte, je tends le micro à des Bruxelloises et Bruxellois qui s'interrogent sur l'avenir et agitent nos pensées. Aujourd'hui, c'est le premier épisode de la rentrée et c'est un sujet qui me tient à cœur puisque nous allons parler de la situation des artistes à Bruxelles depuis la gestion du Covid et la précarité qui s'est installée, quelles sont les pistes de réflexion et les solutions. Autour de cette table, Sébastien Debeul, réalisateur, Castelli Yalombo, chorégraphe-interprète, Diana De Krop et Roland De Wolf de l'ASBL, Les Amis de ma mère. On danse, on va chacune, on joue la chance pour toi. Castelli, tu es danseuse, tu joues dans le film Usure, réalisé par Sébastien Debeul, ici présent. Le documentaire était projeté au Festival Millennium cette année et nous allons le voir tout à l'heure, car oui, c'est la surprise pour la rentrée. Nouveau format, Millennium se raconte, se réinvente et après chaque émission, désormais place à la projection d'un film. Ça nous tenait à cœur pour faire honneur au festival et visibiliser le travail des talents. Ce soir, le film Usure de Sébastien Debeul qui explore à travers le silence et la danse les états émotionnels de Saïd, un jeune chorégraphe devenu SDF que l'on ne voit pas à l'image, mais dont les émotions sont interprétées tout au long du film par des danseurs, dont Castelli. Le film traite de l'invisibilisation du corps face à l'exclusion sociale, ce corps qui soudain va se mettre en mouvement dans le métro, un territoire absent, déshumanisé, et soudain le corps qui se chauffe, qui s'élance comme pour reprendre son plein pouvoir. Diana et Roland, vous faites partie de l'association de l'ASBL Les Amis de ma mère, qui est fondée en 2015 et qui promeut les artistes par les artistes. En bref, vous aidez à ce que les artistes connaissent mieux leurs droits pour valoriser leur travail et qu'ils puissent vivre plus décemment. On va en reparler plus tard. Chacun, tous les quatre, Diana, Sébastien, Castelli, Roland, vous vous confrontez aux failles du système, aux zones grises, celles que l'on ne veut pas voir, ces points de chute dans lesquels l'artiste peut se heurter souvent, parfois, de par la conjoncture, la force des choses. Mais ici, vous y amenez un rebond, une pulsion de vie et des solutions pour vous. Car comme on le sait, qui peut descendre tout en bas peut remonter aussi tout en haut. Et dans Millennium se raconte, saison 2, nous aimons raconter ce que l'on ne voit pas derrière le cinéma et y apporter des pistes de réflexion, comme des étoiles dansantes. Comment faire valoir nos droits en tant que travailleurs du cinéma ? Quelles sont les pistes à explorer pour vivre plus décemment en tant qu'artiste et surtout depuis le Covid ? Merci à tous les quatre d'être là ce soir et bienvenue. Il est 18h, il va bientôt faire un peu plus sombre. Nous sommes dans le bar cosy de l'ascenseur, sous l'ascenseur magique qui relie les Marolles au Palais de Justice, comme une fusée. C'est parti et d'abord on écoute un extrait du film Usure de Sébastien Debeul. Je suis cette voix lointaine que peu entendent encore. J'habite parmi les fantômes de tes passages. Je suis la gardienne de la grâce. Cette grâce qui s'amasse dans mes recoins est aussi ta grâce. En fait, c'est notre grâce. Je la garde sous ma peau. Je la porte comme un manteau. Je dors dessus. Je mange dessus. Je veille sur nous. Mais de quoi est-elle le nom, cette grâce ? Les traces que laissent tes souliers, ces milliers de parcours dissipés que tes semelles emmènent. Tout ce que tu laisses, ce qu'il restera de nous, je le prendrai. Je suis cette voix lointaine que peu entendent pourtant, je suis la gardienne de la grâce. Ce sont les mots qui ouvrent le film Usure.
Alors, c'est quoi cette voix, Sébastien? C'est une voix qui a été empreinte de tous les témoignages que j'ai pu récolter avec Saïd pendant plus d'1 an. Et finalement, dans son côté invisible, on a décidé de créer une voix qui serait celle des espaces, comme une sorte de matrice qui accompagne toutes ces vies oubliées, comme une sorte de mère porteuse, une couveuse qui prend en charge tous ces corps et qui les berce à sa façon, quoi. Et comment tu as décidé de faire un film justement sur Saïd? Pourquoi ce sujet du corps oublié qui se met en mouvement? Comment ça t'est venu? Ça faisait un moment qu'on travaillait avec Castelli et d'autres danseurs et danseuses sur les flux, où on était beaucoup dans la gare du Nord et on essayait d'accélérer ou de ralentir le flux ou de dévier des trajectoires. Et finalement, c'est quelque chose qu'on a voulu représenter aussi dans l'absence, en filmant plutôt des traces d'usure, de passage et de patine qu'un flux peut induire sur un mur ou sur un sol. Et disons que Saïd a vraiment été le point tournant en fait, de donner une voix à une personne qui ne veut pas être vue et qui ne veut pas être représentée de cette manière-là, avec son enveloppe physique, mais plus son âme qui se dégage dans le film, dans les corps, au travers d'autres corps, que ça universalise un peu l'exclusion dans quelque chose de plus spirituel et autre que l'enveloppe physique et le stéréotype qu'on peut avoir d'un sans-abri. Sébastien, tu dis t'être inspiré de la microsociologie et tu cites un certain Harold Garfinkel, dont le travail se concentre sur la manière dont nos corps se mettent eux-mêmes en mouvement dans la société. Donc en fait, comment on bouge dans la société. Castelli, toi qui es danseuse, est-ce que c'est aussi quelque chose qui t'a inspiré pour incarner ce personnage et comment interpréter un corps invisibilisé? Où t'as été puiser ton inspiration pour interpréter ce flux d'émotions? Je pense que là où moi dans ma danse, si je peux dire ça comme ça, il y avait une réponse ou une résonance à la proposition de Sébastien, c'était comment le mouvement, la question de savoir est-ce que le mouvement nous appartient ou pas, est-ce que moi je suis sujet du mouvement, est-ce que je suis le sujet volontaire de mon corps dansant, ou est-ce que je peux faire une expérience de mon corps dansant et une expérience de danse où je suis dansée par le mouvement, je suis mobilisée par quelque chose d'extérieur, une force extérieure, et puis voilà, quelle est-elle et voilà, dans ma pratique du mouvement, c'était quelque chose que j'explorais déjà. Et puis, je pense que la force extérieure, c'est devenu Saïd, ou c'est devenu le film, là où le film nous a emmenés. Et vous êtes plusieurs danseurs. Hein. Vous êtes, entre guillemets, c'est quelque chose que vous avez expérimenté ensemble, ou chacun, vous vous êtes inspiré ensemble, ou vous avez fait des sessions? Comment ça s'est passé, en fait, cette danse commune? Des répétitions, mais on a travaillé séparément. Je pense que chaque danseur dans le film amène vraiment quelque chose, un travail de corps personnel. Donc c'est vraiment des corps différents et des physicalités aussi différentes. Entre Gino, qui a peut-être quelque chose de l'ordre vous voyez, il y a du tremblement, il y a quelque chose qui ressemble un peu parfois à du crump, ou une émotion plus de l'intérieur qui essaye de sortir et qui communique avec l'extérieur. Et puis voilà, moi je danse aussi avec Géraldine Amiel dans le film, où il y a tout un travail sur notre une sorte de jumélité où on représente l'une pour l'autre un double. Du coup, nous deux, on travaillait plus ensemble. Et donc je pense que voilà, on avait des sessions individuelles en tout cas, chaque danseur. Moi je travaillais avec Géraldine, où on travaillait à deux avec des exercices de se guider l'autre, se porter. On a essayé de travailler aussi à un moment donné à être dansé par l'autre et invisibiliser le corps, même si je pense que voilà, ça n'a pas fait son chemin jusqu'au film, ça a laissé des traces, quoi. Mais, et puis Victor Fauquet,
c'est ça son nom. Dumont. Dumont, pardon. C'est un autre Victor. Victor Dumont, lui, il travaillait... il a vraiment développé un truc où il est vraiment rentré plus dans un travail du personnage, ou en tout cas, où il s'est plutôt, lui, mis à la place. Il a été puisé en lui pour jouer un personnage, une identité qui voilà, s'apparente peut-être un peu plus au sans-abri, mais où il a vraiment été puisé dans une corporalité de ok, c'est quoi de passer ta journée dans le métro assis et d'essayer de t'ériger ou de t'arracher de ce sol, et quel type de comportement où ça donne. Et voilà, puis on a chacun eu des moments de répétition séparés, puis on s'est montré quand même aussi ces différents... On s'est croisés quoi, dans le processus. On a fait un peu des allers-retours aussi entre le travail de studio et retester dans les lieux publics, parce que tout a été tourné exclusivement dans le réseau souterrain de Bruxelles, dans les métros. Et donc c'était tout l'enjeu aussi de des fois chercher une brèche dans comment il y a un contact qui peut se créer, un regard, une rencontre ou non, et corriger en studio et puis recommencer. Il y avait quand même pas mal d'allers-retours entre studio et lieu public du film. Et du coup, donc Saïd, qui est un jeune chorégraphe qui a insufflé le projet de ce film, qui est donc devenu SDF, on parle justement d'invisibilisation de lui dans le film et donc d'invisibilisation des artistes. Vous, Diana et Roland, vous travaillez pour la SBL Les Amis de ma mère. Diana, vous êtes journaliste de formation et depuis 5 ans, parce que cette association elle est née en 2015, je crois. Cette association promeut les artistes par les artistes et donc permet de ne pas les invisibiliser et de surtout leur donner un statut et un pied sur le sol. Pourquoi cette association ? Comment c'est venu cette idée ? Comme beaucoup d'associations qui souhaitent venir en aide ou aider une catégorie de personnes, ça part d'expériences personnelles. En l'occurrence, ici, des enfants qui font des études artistiques. Et on se demande mais comment est-ce qu'ils vont atterrir dans la vie professionnelle quand ils ne savent parfois même pas comment fonctionne la sécurité sociale, donc de libeller un contrat, des prestations et avoir un chemin professionnel qui va les sécuriser un minimum. Et donc, nous avons créé cette association avec Roland de Wulf et une série d'autres personnes qui nous sommes retraités de la vie professionnelle rémunérée. C'est pour ça que nous pouvons, nous engager bénévolement. Et ce que nous faisons, c'est, on va dire, 2 choses principales. C'est informer les jeunes artistes le plus tôt possible, souvent quand ils sont encore étudiants, des écueils à éviter et surtout de prendre les bons chemins. Voilà. Donc c'est l'information et puis c'est leur venir en aide très concrètement une fois qu'ils travaillent et qu'ils essayent d'obtenir le statut d'artiste, c'est une matière très très complexe. Donc c'est d'abord bien leur expliquer et puis ils viennent avec leurs problèmes. Et on étale tout sur la table, en l'occurrence Roland, on fait les calculs, on regarde les contrats, on voit là où ça a coincé. Donc c'est juridique et vous les aidez principalement sur le statut. Principalement sur le statut d'artiste, donc faire en sorte que leur dossier soit bien complet et aboutisse. Parfois, on va en justice avec eux. On a récemment gagné un procès contre l'ONEM, un jeune comédien. Donc l'ONEM refusait de payer. L'ONEM, c'est l'organisme. L'ONEM, l'Office national de l'emploi en Belgique. Voilà, en Belgique, c'est qui paye le chômage. Oui. Et ce qu'on a fait pendant le confinement, là, on a vraiment vu des jeunes artistes qui étaient dans une précarité totale. Certains se retournaient même vers les banques alimentaires. Donc, on a lancé un appel à la générosité dans le public avec la Fondation Roi Baudouin. Les gens ont été très généreux et avec cet argent, on a pu payer à ces artistes la moitié d'un revenu d'intégration sociale. Donc ça, c'est une aide financière très, très concrète. Ça, c'était pendant la période du Covid, en fait. Donc, vos missions... C'est ça. C'est une aide d'information, une aide concrète dans la gestion des dossiers pour obtenir le statut et quand c'est vraiment la dèche totale,
Une aide financière. C'est une aide financière. C'est ça. Pendant le Covid, le chômage a élargi un peu, comment je vais dire, les règles pour qu'une série de gens puissent venir au chômage, le fameux chômage temporaire Covid. Puis il y a des gens qui ont pu aller au CPAS et qui ont reçu. Et puis il y a les oubliés, ceux qui n'ont reçu ni d'un côté ni de l'autre. Et nous, on s'est dit, on va lancer une opération, on peut pas. Beaucoup de gens venaient frapper à la porte. Et on a appelé ça Je parraine un artiste. Et on a lancé vraiment, à tous azimuts, une communication. La Fondation Roi-Baudouin est venue dans le jeu, ce qui donnait une déductibilité fiscale aux gens qui versaient à l'association. Et avec ça, on a payé, comme Diane a dit, 56 personnes, la moitié d'un RIS cash. Sans autre explication qu'une déclaration sur l'honneur, parce que ce qui nous a frappé pendant cette période-là, c'était la grande honnêteté et la grande générosité des artistes entre eux. Certains, parce qu'on a fait une repasse, on leur téléphonait pour dire est-ce que ça va, est-ce que vous avez encore besoin. Et certains nous ont dit non, ce mois-ci ça va, j'ai trouvé un petit boulot d'appoint, mais je connais un autre artiste qui est vraiment dans la dèche. Tout ça, c'était vraiment une grande leçon entre les artistes. Et puis je trouve que ce qui était très bien aussi, c'est qu'en lançant cet appel à la générosité du public, on a sensibilisé le public, les gens aussi sur la situation des artistes. Oui, parce que c'est invisibilisé justement. Oui, parce que pendant le confinement, les artistes ont été d'une créativité sans borne sur les réseaux sociaux. Ils ont fait des petits films, et là, les gens ont reçu ça, ont accueilli ça avec un grand bonheur, mais sans savoir derrière ce qui se passait pour les artistes. Et encore aujourd'hui, les gens pensent toujours qu'être artiste, c'est vraiment fantastique. Et justement, Sébastien et Castelli, vous qui êtes artistes, on n'est pas forcément formés pour gérer l'aspect juridique de notre travail. Est-ce que vous, souvent les artistes apprennent sur le tas, comment vous gérez vous-même, comment vous managez votre activité? Voilà. Tu commences, j'y vais. Oui, je peux y aller. Vas-y. Comment je manage? Pour moi, ça a été... j'avais de la chance, en fait, parce en 2020, c'était le Covid, je terminais l'école. Donc jusque-là, j'étais financée, entre guillemets, par le CPS. Et après ça, j'ai rencontré assez vite des chorégraphes avec qui j'ai travaillé, que j'avais déjà rencontré à l'école, mais qui m'ont donné du travail ponctuellement, mais assez régulièrement pour que je me détache du CPS. Et du coup, il y a eu... c'était aussi ce truc de se dire, OK, à un moment donné, tu dois... Parce que le CPS, ça te maintient avec un certain montant. Maintenant, ça doit être autour de 1 000 €, quoi. Mais une fois que tu commences à travailler, tu peux être exonéré pour une partie de tes contrats, ce qui est bien au début. Donc, ça te permet de mettre un peu d'argent de côté. Moi, c'est ce que j'avais fait. Donc, de temps en temps, j'avais un contrat... Jusqu'à 2 000 €, 3 000 €, c'était exonéré. Le CPS ne me le prenait pas. Donc, ça faisait que j'avais un revenu plus important pour certains mois. Donc, j'ai pu économiser. Et ça m'a permis à un moment de dire, OK, maintenant, je sens que je vais commencer à avoir des contrats. Donc, je vais lâcher le CPS et compenser avec les économies et ce truc-là, le temps d'aller vers le statut. Entre-temps, on a monté une ASBL aussi. Ce qui nous permettait de parfois, quand on avait certains projets, de pouvoir faire des factures et de nous rémunérer avec des RPI ou des choses comme ça. Et là, maintenant, l'étape suivante, ça va être de s'inscrire à un secrétariat social pour pouvoir se faire des vrais contrats avec l'ASBL. Et il y a ça. Et puis de l'autre côté, ça a été de créer un projet. Du coup, pour moi, ça a été une pièce de danse. J'avais reçu une invitation dans un festival et donc ils finançaient en partie le projet, mais fallait aussi que, j'avais pas assez pour avoir mon budget total, quoi. Et donc là, j'ai fait une demande d'aide à la création à la Fédération Wallonie-Bruxelles et que j'ai reçue. Et en fait, c'est un peu un truc où une fois que si t'as un partenaire, et surtout si c'est un bon partenaire,
c'est plus facile. À la fédération, ils vont dire « Ah, mais elle est avec ce partenaire, donc c'est OK. » Entre guillemets, t'es validé quoi, par la communauté. Du coup, tu reçois plus facilement l'argent. Du coup, c'est plus facile d'aller demander l'argent qui reste à d'autres partenaires qui ont la... Oui, puis surtout qui savent qu'ils doivent compléter ton budget. Ils doivent pas te donner genre les 50% ou les 40%, mais ils te donnent un petit 2000, 3000 et ça fait que ça, tu peux... Après, voilà, je pense que pour les spectacles, comme on parlait un peu tout à l'heure, les arts vivants, c'est hyper structuré comme art. Enfin, genre, il y a beaucoup d'argent, déjà. Enfin, il y a de l'argent, en tout cas. J'imagine que dans le milieu du film, il y a encore plus d'argent, mais dans les arts vivants, il y a quand même de l'argent. Il y a des contrats, il y a plein de modalités. Donc, on peut... Et c'est très bien écrit, la procédure, quoi. Si tu veux être un artiste de l'État, entre guillemets, un propagandiste, tu peux... tu suis, voilà, tu suis la route subventionnée. Et en fait, il y a plein de subventions pour plein de sujets différents. Il y a plein d'organismes. Et le plus difficile, c'est d'être accompagné pour écrire ses dossiers, pour pouvoir faire un budget. Et ça, c'est vraiment un truc que tu dois apprendre. Et que si t'es pas accompagné ou si tu passes pas par une ASBL, genre l'ASBL ou des trucs comme ça, ou Voilà. les amis de ma Ça, mère. vous ne faites pas, vous? Oui, Vous absolument. faites un petit peu... Pas au niveau des subsides. Non. Nous, on travaille exclusivement sur les statuts par rapport au chômage. Et aussi, naturellement, on travaille beaucoup avec des gens qui sont des artistes, des peintres, des plasticiens, avec lesquels on les coach un peu pour leur apprendre à exposer, se présenter, essayer de faire vendre leurs marchandises, se vendre et vendre ce qu'ils font. Et comme ça, on a fait plusieurs expositions, dont une grosse expo qu'on vient de faire ici en juin. Là, c'est un peu différent. Hein. On a fait un concours, on avait récolté de nouveau de l'argent. On a vu 48 artistes qu'on a visité les ateliers. Et alors, on a nommé un jury et on a donc désigné 3 lauréats qui ont touché chacun 2000 € de l'argent que nous avons récolté par l'intermédiaire de la Fondation Rabaudois à nouveau. Et en même temps, nous les avons exposés pendant une semaine dans une grande galerie à Bruxelles. Où ils ont pu vendre leurs œuvres. Ils ont vendu, en fait. C'est Et ça non. le but, hein, c'est qu'ils puissent en vivre et vivre décemment, C'est ça. normalement. Et ceux-là se sont pris un beau salaire pendant 2 mois. Ouais, et grâce à ça, certains n'avaient pas le statut d'artiste. Et grâce à ça, on les a aidés justement avec le produit de la vente pour pouvoir entrer dans le statut d'artiste. Et toi, Sébastien, comment en tant que réalisateur du coup de cinéma documentaire, tu fais plusieurs métiers en parallèle, comment ça se passe? Ouais, enfin, c'est ça. Quand tu fais des films ou quand tu fais n'importe quelle pratique artistique, le plus important, c'est le temps. Et le temps, tu t'habitues un peu à le donner gratuitement. Quand tu écris, quand tu fais de la production, tu as fait ton film, mais il faut le vendre, il faut contacter les organes de presse pour qu'il y ait des articles, des interviews, des radios. Et ça, c'est tout un travail qui est pas des plus agréables, mais que tu es obligé de faire en fait si tu as envie de continuer à pérenniser ton activité, que ça fasse un peu effet boule de neige. Mais moi, ça fait 10 ans que je fais des films avec très très peu de sous, quoi. Je n'ai pas encore touché à ce subside. Bah, du coup, ça pourrait être intéressant que tu contactes l'association. Parce que notre collègue là, disait que c'était plutôt facile d'aller chercher de l'argent. C'est la première fois que Ouais, j'entends. moi aussi, C'est la première fois que j'entends ça. Mais C'est la toute première fois que j'entends ça. il y a Parce de que l'argent, ça c'est sûr. La communauté française, elle est là. Ah oui. La région wallonne, elle est comme ça. L'indexation des salaires. Ils arrivent. Encourager les artistes à aller. Non, mais Non. donc il faut vraiment se bagarrer. Hein. Ouais. Il faut vraiment, voilà. Et avec les artistes, c'est pas toujours très simple de coaliser les différents corps d'artistes parce que on demande à un artiste d'avoir un style bien singulier. Et du coup, les gens, ils sont très difficiles à solidariser. Et puis il y a le problème de tout le travail invisible, tout le travail que tu fais. Ouais. Si tu ne le fais pas, tu peux pas faire ton film. Et pour ce Il travail-là, faut le valoriser. tu n'es pas rémunéré. Oui, c'est ça, il faut le valoriser. Et Ouais, ça, ouais. quelque part, ça va pas non plus parce que dans un autre travail, une autre profession, c'est un travail qui est rémunéré. Ça fait partie du travail. Ouais, et puis tu as un peu une double peine aussi. Ouais. En fait, quand tu reçois pas le subside, c'est pas un film de la communauté française. Oui, oui. Donc tu n'as pas toute la promotion qui va derrière. Ah oui, tout Et à ça, fait. c'est aussi
il faut insister, il faut rappeler les gens. Et Il faut se battre, oui. ouais, il faut se battre. Mais il y a beaucoup C'est la de- galère, dans tous les sens du terme. Mais c'est aussi pour ça que les festivals servent, et donc Millennium, tu vois, typiquement, qui projette le film, et tout ce qui permet de visibiliser, parce que c'est en parlant qu'on le visibilise. Ouais, la bottom line, c'est quand même l'objet que tu as créé. Bien sûr. Est-ce qu'il marche, est-ce qu'il marche pas, est-ce que les festivals le prennent, est-ce qu'il est vu, est-ce que les gens viennent le voir, est-ce qu'on en parle. Et ça, c'est ce qui est chouette à la fin. Et tout ça ne sert pas à rien. Rien. Quoi. Ouais. Roland, Diana, le statut d'artiste a changé en Belgique. Est-ce que vous pouvez nous en parler brièvement? Oui. Quel est le nouveau statut? D'abord, on a un gros problème avec le mot statut. Vous dites statut, un statut professionnel, c'est quand on a un métier, quand on a un boulot, quand on a un titre. Ici, le statut de chômeur, d'artiste, c'est en fait un chômeur qui a l'avantage, pour autant qu'il ait presté un certain nombre de jours de travail artistique, de ne pas avoir la dégressivité de son allocation de chômage. En Belgique, je ne sais pas si ceux qui sont passés par le chômage le savent, on a 60% du salaire de référence en termes d'allocation. Après 3 mois, ça diminue un petit peu, et ça arrive à 40% après 12 mois. L'artiste qui fait un certain nombre de jours de travail, il n'a pas cette dégressivité. Et la deuxième chose qu'il y a comme avantage, c'est pas vraiment un avantage, mais je veux dire, un travailleur qui est au chômage, il est activable par le Forum, l'Actiris, l'ONEM, toutes les institutions de l'emploi en Belgique. Et un artiste n'est pas activable une fois qu'il a obtenu ce fameux pseudo-statut d'artiste. Alors, qu'est-ce qui change au 1er octobre? Pour autant que les artistes le sachent, parce que de nos informations qu'on a, il y a très peu d'artistes qui ont été informés des changements parce qu'ils ils lisent moins la presse et que c'est une presse très spécialisée. Donc, ce qui change, c'est qu'à partir de maintenant, avant, il fallait 312 jours de travail salarié pour avoir, dans les 7 trimestres qui précédaient la demande d'allocation, pour avoir droit à l'allocation de chômage. Et ce n'est qu'après que, si on avait travaillé comme artiste pendant cette période-là, qu'on pouvait renouveler le statut et ne pas avoir la dégressivité. C'est à partir de ce moment-là qu'on était, c'est très compliqué, statut de chômeur. Maintenant, statut d'artiste, pardon. Maintenant, à partir du 1er octobre, et c'est transitoire, je dis bien c'est une mesure transitoire, à partir du 1er octobre, vous devez prouver 156 jours de travail salarié dans les 21 mois qui précèdent la demande d'allocation, pour autant que 3/4 de ces jours soient des jours de travail artistique. Donc, si vous faites du travail alimentaire dans la première, avant, ça comptait à 100%. Si maintenant, vous pouvez faire 1/4 de ces 156 jours en travail alimentaire et tout le reste doit être du travail artistique. Alors, à partir de ce moment-là, vous avez effectivement donc, ce que je vous ai expliqué, le chômage, 60% du dernier salaire de référence, donc, le dernier mois de votre travail, sera le salaire de référence. Et vous êtes tranquille pendant 36 mois, pendant la période transitoire. Mais il se fait que ici, pour normalement fin 24, il y aura un deuxième arrêté royal qui va expliquer ce qu'est un artiste et qui va créer la commission des arts, qui n'est toujours pas constituée. Et l'arrêté qui dit tout ce que je vous explique déroge déjà à cette directive. Et à ce moment-là, il faudra faire une demande à la commission des arts avec d'abord le nombre de jours de prestations, etc., donc les 156 jours, mais aussi prouver que le travail qu'on fait est vraiment un travail d'artiste. Donc si par exemple vous êtes bijoutière d'art, eh ben, vous ne serez peut-être jamais considéré comme artiste parce que la commission va décider que vous n'êtes pas artiste. Il faut prouver le geste artistique. Et voilà, je prends tous les collègues ici qui sont en train de travailler là, et qui sont donc tous ces techniciens qui travaillent autour eh ben, ces gens-là, à un moment donné, devront dire, moi je suis électricien, je sais pas, au théâtre Le Public, et je fais des jeux de lumière et j'apporte quelque chose, ou je travaille pour le film de monsieur et j'apporte quelque chose par la technique, et la commission pourra décider si oui ou non il est artiste. Donc je veux dire, il y a un paquet de gens qui va se faire exclure, à mon avis, en 24. Et pour renouveler le statut, voilà, avant il fallait 3 prestations d'un jour, pendant les 12 mois que vous étiez artiste, parce qu'il y a tout le travail, comme on a dit, tout le travail caché.
eh bien, dorénavant, il faudra travailler 78 jours sur les 3 ans qui suivent. Ce qui veut dire que si, voilà, ça dépend un peu du type de statut que vous avez, mais selon nous, les dossiers qu'on a et qu'on introduit et qu'on voit de très près, voilà, on fait un pronostic qu'il y a un gros paquet d'artistes qui vont sortir du système. Donc, précarisé aujourd'hui, encore davantage précarisé demain avec la nouvelle loi. Diana, toi, tu disais qu'il y avait justement des structures qui aidaient bien pour essayer qui aider les artistes aussi. Tu parlais de Artist Project. Artist Project, c'est vraiment une équipe. Ils sont basés à Bruxelles et leur particularité, c'est que les collaborateurs sont artistes eux-mêmes dans leur domaine. Donc, ils peuvent être chorégraphes, comédiens, réalisateurs ou artistes plasticiens. Donc, ils travaillent déjà, donc ils savent ce que c'est. Et puis, ils font partie de l'équipe. Alors, ils dispensent des formations, ils donnent de l'information. Le 28 octobre, ils organisent, mais c'est déjà complet, une session, c'est gratuit, sur le nouveau statut d'artiste. Donc, ils attirent l'attention sur toute une série de points. Mais en plus de ça, ils ont toute une série de formations d'accompagnement où, par exemple, un réalisateur dit « c'est mon premier film », eh bien, on peut le suivre pendant plusieurs mois, de la conception du début jusqu'à la recherche de subsides, à qui s'adresser, la communication, la diffusion, etc. Donc, c'est vraiment des gens à aller voir, Artist Project. Et dans ton exemple, par quelqu'un qui est de ta profession. De ta profession, donc... c'est génial. Donc, c'est pas un ancien syndicaliste comme moi qui va faire... C'est vraiment quelqu'un un gars qui a fait tout le parcours et qui est engagé chez eux et qui, pour une partie de son temps, fait ce type de travail. Donc, ça peut être un peintre, ça peut être... Oui, c'est vraiment... ils sont assez extraordinaires. C'est des gens qui sont passés par là et qui essayent d'aider d'autres à y passer aussi. Et puis, ils ont aussi un service juridique et un avocat qui fait partie de cette équipe-là, donc qui donne de la formation et qui peut aussi, de différentes façons, je veux dire, traiter les dossiers juridiques quand un artiste est en difficulté. Donc, il y a Artist Project. Artist Project, et puis il y a aussi tout, je veux dire, la SACD, la SCAM, la SMART, etc. Ils font un travail d'information pour leurs adhérents aussi, pour leurs propres adhérents. Donc, le service juridique de chaque structure. Je suppose. Je ne sais pas si ils ont des juristes, mais je ne sais pas s'ils accompagnent jusqu'au bout. Mais ils ont des juristes, effectivement. Et les syndicats aussi. Et les syndicats font ce travail-là aussi. Du mieux qu'ils peuvent. Et est-ce qu'il y a un endroit qui recense un peu tout ce que vous venez de nous dire pour un artiste qui démarre ou bien même un artiste qui ne démarre pas mais qui n'a pas forcément, qui ne s'est pas inquiété de ces choses-là? Est-ce qu'il y a un endroit qui recense? Il n'y a absolument pas d'endroit pour rien. Enfin, il y a les amis de ma mère. Il y a les amis de ma mère. Non. Et c'est une de nos revendications. C'est qu'il existe. On est déjà tapé sur la table, on essaie de faire avancer l'idée. Oui, pour faciliter par exemple, tout simplement l'information. Actrice aujourd'hui est des jeunes, elle est coach dans tous les métiers de la terre, en tout cas tous les métiers belges, pour essayer à un moment donné de les réactiver sur le marché du travail. Et donc nous, ce qu'on demandons, c'est qu'à la limite, on ouvre une cellule chez Actiris, artistes qui puissent, elles aussi, prendre en charge ces gens qui sont aussi à réactiver, à aider à trouver du travail, et que ça ne soit plus des bénévoles et des petites ASBL comme nous qui doivent faire ce type de service. C'est un service public, ça, finalement. Les syndicats, on dit, ils ne sont pas très... Enfin, on les critique un peu, j'en viens, donc je ne les critique pas trop, mais je veux dire, c'est très compliqué aux syndicats aussi pour gérer ces dossiers d'artistes, parce que vous êtes licencié chez Clabec. Vous recevez un papier qui est un C4, vous allez au syndicat, 2 minutes, vous êtes encodé, merci, au revoir. Vous êtes artiste, je peux vous dire que c'est des heures. Je peux vous dire qu'on passe des après-midi pour préparer, rassembler tous les contrats, des contrats de 3 jours, 2 jours, 1 jour, 5 jours. On arrive au syndicat, s'ils vont au syndicat, avec des dossiers où il y a 27 C4, 30 C4. Vous imaginez le travail que ça reprend. Vérifier, voir s'il n'y a pas un employeur qui s'est trompé, voir s'il n'y a pas une case qui a été mal remplie, voir s'il n'y a pas une date qui a été oubliée. Et rien que ça, le dossier est éjecté. Hein. Alors, on peut peut-être juste ajouter, pour les jeunes bruxelloises, mais il y a aussi ILASBL,
C'est ILES, mais c'est Ouais, c'est ça. Project, Ouais. en fait. C'est deux. Et eux, ils font quand même un accompagnement vraiment assez large, aussi si on veut monter une ASBL ou si on est un travailleur culturel, mais pas nécessairement artiste, et qu'on a un projet culturel qu'on veut mener. Et ils font des formations. Et il y a aussi le bureau des artistes. Moi, j'ai jamais été chez eux, mais en tout cas, il y a un site où on peut aussi prendre rendez-vous. Ils font des permanences. Je ne Génial. reviens pas sur le nom tout Et de suite. L'atelier de droits sociaux. L'atelier des droits sociaux aussi, où là, Ils font ils- vraiment un bon travail Ouais. pour les artistes, mais comme pour toutes les personnes qui sont au CPS, pour les locataires qui sont en difficulté. On mettra tous les noms L'atelier sur, de droits sous la sociaux. vidéo. Comme ça, ce sera plus simple. Il est au Marolles, il est ici. Ok. Et ça serait quoi, du coup, le monde rêvé pour les créatifs, si on peut se permettre un peu de rêve ce soir? Nous, Chacun. C'est le mot de la fin. Pour nous, c'est une sorte de 4e circuit de travail. À l'époque, on a créé un 3e circuit de travail pour le secteur non marchand qu'on a complètement subsidié. Avec qu'on fasse un 4e circuit de travail pour le secteur artistique qui est complètement subsidié. Et inventer des trucs comme les titres services, c'est quand même financé à 50%, 60% par l'État. Ben, des titres art pour que les gens puissent inviter des artistes, puissent aller au cinéma, puissent aller à des expos. Sortir ça du chômage, en fait. On finance la monnaie, on finance le beaux-arts, on finance tous ces gens-là, ont des vrais statuts, ont des contrats, des vrais contrats. Alors, Et valoriser le travail, justement, invisibiliser comme ce que fait de Sébastien. l'industrie créative, Parce qu'en c'est fin de de compte- l'industrie créative. Ça, je veux dire, ça a une part importante dans Donc, l'économie. Ça génère des profits incroyables. Mais les artistes, eux, enfin, la plupart des artistes, on ne va pas parler des artistes qui ont pignon sur rue et qui sont indépendants et qui gagnent très très bien leur vie. Ça existe et heureusement que ça existe. Mais Et vous, Sébastien et Castelli, ce serait quoi, le monde rêvé? Je sais pas. Des fois, on parle de ce revenu universel, là. Un revenu peut-être universel culturel, mais après, je sais qu'il y a des critiques par rapport au mutuel, par exemple, parce que Le ça, 4e circuit de travail, ça peut être un circuit universel. qui permettent à chacun de pouvoir s'exprimer. Après, en l'état actuel, il y a clairement des gros embouteillages aussi dans la diffusion des produits artistiques. Il n'y a pas de place pour tout le monde dans les galeries, dans le cinéma, dans les salles de spectacle. Ça repose quand même sur une forme de refus et d'acceptation qui fait partie du jeu, quoi. Mais Ouais, que tout le monde puisse avoir une vie décente dans son activité, ça me semble la base. Et toi, aussi Castelli? une protection pour les artistes par rapport à l'utilisation qui est faite sur les réseaux sociaux de leurs œuvres et de leur travail et qui les met complètement à nu et qui les droits d'auteur ne perçoivent rien. pour ce travail-là, c'est vraiment indécent, quoi. Et toi, Castelli? Moi, je pense qu'un truc qu'on pourrait vraiment faire, c'est l'équivalence entre les différents secteurs de l'art, quoi. Effectivement, entre quelqu'un qui fait de la bande dessinée ou qui travaille dans les arts vivants, c'est vraiment différent parce qu'il y en a qui travaillent à la commande et du coup, effectivement, il y a tout un temps invisibilisé et il y a juste un cachet. Enfin, il y a juste une facture à la fin. Du coup, ils sont un peu obligés d'aller dans le chemin des indépendants, alors qu'il y en a d'autres qui peuvent bénéficier de contrats et qui, du coup, un contrat employé permet de rentrer dans le système du chômage. Donc, c'est plus comment rendre équivalent les différentes pratiques artistiques en termes de protection sociale, quoi. Après, comme tu disais... Je pense le vrai truc à réfléchir, c'est plutôt, ok, c'est quoi la place de l'art dans nos sociétés et comment notre société veut valoriser ça. Mais bon, pour ça, il faudrait qu'on se considère être une société, un groupe, et puis qu'on vienne nommer où est-ce qu'on veut mettre l'art et comment on veut le valoriser par l'argent aussi. Et effectivement, après, il y a quand même un truc de... C'est cette place qui détermine s'il y a de la place ou pas pour tout le monde. Et ouais, ça, je sais pas si on est... Merci à tous les quatre. Merci à Diana, Castelli, Sébastien, Roland
d'avoir apporté des pistes de réflexion ce soir vers le futur. Merci au Festival Millennium, à Zlatina, Lubo et à Géopolis, Ulrich, Elisa qui produisent l'émission, ainsi qu'au Café L'Ascenseur qui nous accueille chaleureusement. Merci à Céline, Mani, Jimmy, au son et toute la belle équipe derrière cette belle émission. On se retrouve le mois prochain avec de nouveaux invités. C'était Millennium se raconte. Je vous souhaite à tous une très belle soirée, pleine d'espoir et d'idées quand même. Merci. Merci à tous.